Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation d'achatpublic.com. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, achatpublic.com, créé en 2003, est une entreprise composée d'experts en marché public et leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Donc, c'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce à son site achatpublic.info et ce sont donc des formations au marché public destinées aux acheteurs d'une part, mais aussi aux entreprises soumissionnaires que vous êtes ce matin. Monsieur Riquier, si vous pouvez passer sur la slide suivante pour illustrer mon propos. Donc, ce sont plus de 50 programmes de formation et 600 sessions programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi des classes virtuelles que vous retrouverez sur notre site. Et ce sont des formations déclinables en intra dans vos locaux des 4 personnes intéressées. Donc, autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous retrouverez dans notre offre de formation le stage Comment renégocier vos contrats en cours d'exécution, animé donc par l'avocat qui nous accompagne ce matin. Nous recevons en effet Alexandre Riquier, qui est avocat au barreau de Paris et associé du cabinet Publi Avocat. Il exerce en particulier en droit de la commande publique, droit des contrats publics, droit des collectivités locales et droit de la propriété des personnes publiques. Et donc, vous le verrez, cette formation qui est destinée aux entreprises soumissionnaires a son pendant côté public, puisque la théorie de l'imprévision est également disponible pour les acheteurs. Donc, 2 formations animées par Maître Ruquier qui nous accompagne ce matin. Je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long de son intervention à poser des questions grâce au petit picto point d'interrogation que vous devez avoir sur votre écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Vous aurez à l'issue de ce webinaire un petit questionnaire de satisfaction. Merci de bien vouloir le remplir, ce qui nous permet d'améliorer nos interventions au fil de l'eau et grâce à vos commentaires. Maître Riquet, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et nous nous retrouvons tout à l'heure pour les questions. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'animer ce webinaire qui va nous occuper jusqu'à presque midi et demi sur le sujet qui vous a été présenté et en particulier sur le sujet de l'imprévision dans les contrats de la commande publique. C'est un webinaire qui s'inscrit dans la hausse des coûts des matières premières et aussi des pénuries qui peuvent exister actuellement et qui font que les acheteurs publics, comme les titulaires et les soumissionnaires, peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés pour surmonter ces aléas qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. Alors c'est vrai que c'est une formation qui était dispensée à l'origine auprès des acheteurs publics en particulier et qui a rencontré une, une audience assez importante parce que la théorie de l'imprévision, la modification des contrats publics, c'est pas quelque chose qui est utilisé fréquemment lorsqu'il y a des aléas économiques qui interviennent. Et on s'est aperçu que si les acheteurs publics commençaient à être très bien formés sur le sujet, ils continuaient de recevoir des demandes de la part des titulaires de marchés publics ou même plus généralement des cocontractants de l'administration dans les contrats administratifs et que eux n'étaient pas encore tout à fait au fait de la manière dont il fallait présenter les choses, du cadre juridique dans lequel pouvaient s'inscrire leur démarche. Et c'est la raison pour laquelle achatpublic.com m'a demandé de transformer un petit peu aussi cette formation à l'attention non pas seulement des acheteurs publics, mais des entreprises. Donc c'est un autre angle qui est bien présenté ici. Et c'est bien à ces entreprises que cette formation doit s'adresser, même si l'autre formation destinée aux acheteurs publics est maintenue. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on va essayer d'aborder 3 grands axes qui sont globalement ceux qui sont abordés au cours de la formation qui vous a été présentée. Premièrement, cerner le cadre juridique et appliquer la théorie de l'imprévision. Alors, c'est très important de parler de la théorie de l'imprévision pour savoir comment
on peut renégocier ces contrats. Quand je dis contrat public, c'est vrai que c'est beaucoup autour des marchés s'articule, mais on peut aussi le voir dans le cadre de certaines concessions, concessions de services, délégations de services publics. Ça pourra aussi s'appliquer. D'ailleurs, tout ça est bien développé au cours de la formation. Mais c'est important de savoir comment fonctionne la théorie de l'imprévision, parce que lorsque vous êtes le titulaire d'un marché public, c'est finalement le seul droit que vous avez, obtenir une indemnité au titre de l'imprévision. Tout le reste, la modification du contrat, les autres leviers juridiques, ce qui fait partie du titre 2 de la formation et du webinaire que j'anime aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une obligation pour l'acheteur public. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous rapprocher de lui pour demander une modification de votre contrat, et pas donc pour percevoir une indemnité du fait des aléas économiques que vous subissez au cours de l'exécution du contrat, mais l'acheteur public ne sera jamais obligé de l'accepter. Alors, vous avez des moyens de le convaincre, il a la possibilité de l'accepter dans un cadre juridique qui a été fixé d'ailleurs assez récemment à l'échelle du droit administratif et surtout par rapport à ce que l'on connaissait de la théorie de l'imprévision. Mais c'est bien cette théorie de l'imprévision qui est votre droit et vous devez l'avoir en tête pour mieux formuler vos demandes de renégociation et in fine, si la négociation n'aboutit pas, c'est là-dessus qu'il faudra rebondir et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, bien que vous la maîtrisiez. Une autre raison pour laquelle vous devez bien la maîtriser, c'est que renégocier les clauses financières d'un marché public, par exemple, c'est quelque chose d'assez récent. On va le voir dans ce webinaire, on le voit de manière très précise dans le cadre de la formation. C'est depuis l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, donc c'est à moins d'un an, que les acheteurs publics sont ouverts à ces renégociations de contrats. Certains l'étaient avant, et d'ailleurs ils procédaient à ces modifications finalement légalement sans le savoir, puisque la direction des affaires juridiques de Bercy, elle, avait un discours tout à fait différent et ne leur permettait pas de le faire. Mais c'est assez récent. Et comme c'est assez récent et que cet avis du Conseil d'État, donc du 15 septembre 2022, qui vous permet de demander cette renégociation des clauses financières du contrat, on verra d'ailleurs ce que ça regroupe, ces clauses financières du contrat, parce que peu de recul sur ce mécanisme et à l'heure actuelle, la pratique veut que l'on s'inspire de ce qui se passe dans le cadre de la théorie de l'imprévision. Et les différents documents qui ont pu sortir, notamment de la direction des affaires juridiques de Bercy ou d'autres services de l'État, je pense à la direction des achats de l'État aussi, se réfèrent en réalité beaucoup à des principes qui sont ceux de la théorie de l'imprévision. Et puis, il y a une troisième partie qu'on va aborder et qui est quels sont les conseils que l'on peut donner aux soumissionnaires des marchés publics et à ceux qui exécutent des marchés publics et aussi ceux qui exécutent les marchés publics futurs auxquels ils vont répondre et qu'ils vont obtenir. Alors ce titre 3, il est très souvent dans le cadre de la formation adapté, parce qu'on s'aperçoit que c'est une formation qui donne lieu à beaucoup d'échanges entre moi et les différents participants. Et en fait, tous ces conseils sont souvent dispensés au cours des 2 premiers titres, de sorte que, en fait, quand on arrive au titre 3, on a déjà dit beaucoup de choses. Mais dans le cadre de ce webinaire, on va quand même essayer d'aborder quelques conseils pour les entreprises pour faire respecter leurs droits et tenter d'obtenir une modification des clauses financières du contrat. Alors, j'insiste sur un point avant de passer à la slide suivante, c'est que toute cette formation et le webinaire que vous avez ici, qui se déroule ici, il a un intérêt parce qu'il y a une augmentation du coût des matières premières. C'est un événement qui est souvent imprévisible au moment où vous avez répondu au marché. En revanche, il peut y avoir d'autres événements imprévisibles qui ne résultent pas nécessairement d'un aléa économique, mais ça peut être des aléas plutôt d'ordre technique, d'ordre matériel, et qui sont aussi imprévisibles. Ils sont abordés au cours de la formation, mais de manière moins large, parce qu'il nous a paru que, à l'heure actuelle, c'est bien cette augmentation des coûts, donc c'est économique, qui était le plus problématique pour les parties à un contrat administratif. Tout ce qui concerne les aléas plus techniques, ce qu'on appelle les suggestions imprévues, par exemple, on l'aborde, mais on n'y passe pas un temps très important, sauf si les participants le souhaitent, parce que c'est une formation qui est très adaptable et on s'aperçoit que parfois on dérive sur d'autres sujets un peu annexes, mais qui sont nécessaires pour bien comprendre tout l'équilibre actuel. Donc on peut s'adapter au cours de la formation. Alors,
La théorie de l'imprévision, qu'est-ce que c'est? Vous avez là sur la slide qui s'affiche sur votre écran une définition qui, à mon avis, comprend tout ce que vous devez savoir sur la théorie de l'imprévision en pratique. C'est ce qui permet, en cas de survenance d'un événement reparti, imprévisible, bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, que le co-contractant de l'administration, le titulaire du contrat administratif du marché public, perçoive une indemnité de l'administration, donc de l'acheteur public, de la collectivité, pour lui permettre de poursuivre l'exécution. L'idée de l'administration, et ce qu'on va voir un petit peu dans le cadre de ce webinaire, c'est de reprendre chaque élément de cette définition pour le traduire juridiquement à travers la jurisprudence qui peut exister. On verra quelques textes sur le sujet, mais aussi en pratique pour savoir vraiment comment faire une demande pour que ce soit intelligible pour l'acheteur public qui, lui, commence et connaît bien ces règles et cherche à faire en sorte que vous rentriez dans chacune des cases de cette définition. Alors, on va essayer d'abord de cerner le cadre juridique de la théorie de vision. On va parler un petit peu de théorie, ça ne prend pas beaucoup de temps pendant la formation, mais ça me paraît essentiel pour savoir de quoi on parle et pour vous raccrocher à quelque chose lorsque vous allez formuler vos demandes au titre de l'imprévision ou pour avoir, à travers un avenant, une modification des clauses financières du contrat. Donc, on va essayer de s'interroger sur les sources juridiques de la théorie de l'imprévision. On va parler de décisions de jurisprudence relativement anciennes, parce que la théorie de l'imprévision en droit public, ça existe depuis le 30 mars 1916, depuis une décision qui a été rendue par le Conseil d'État sur le sujet. On trouve aussi une trace de la théorie de l'imprévision dans le Code de la commande publique, hein, c'est le troisièmement de l'article L6 du commande publique, mais qui donne une définition finalement assez peu précise et qui ne donne pas les modalités d'application de cette théorie de l'imprévision. Donc on s'aperçoit que seule la pratique et la jurisprudence, à travers des décisions souvent anciennes, vous permettent de pouvoir formuler vos demandes. On va quand même s'approprier les textes les plus récents sur le sujet parce que ça a donné lieu à beaucoup de débats et beaucoup de textes qui n'ont pas nécessairement une portée normative mais qui peuvent vous guider dans, dans vos démarches. Donc on va parler de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 que j'ai déjà abordé et qui n'évoque pas seulement la modification des contrats mais aussi le droit que vous avez qui est d'obtenir une indemnité d'imprévision. Il y a la fiche technique de la direction des affaires juridiques de Bercy du 21 septembre 2022, qui est relativement longue, qui donne beaucoup d'informations, dont certaines ne sont pas faciles à appréhender. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas dans le cadre de la formation, vous aurez cette fiche en annexe puisqu'on vous adresse toute la documentation et vous avez, et ce sera mon travail pendant la formation, ce sera de décortiquer cette fiche technique de la direction des affaires juridiques de Bercy. Et puis, vous avez les qui apparaissent, j'allais dire régulièrement sur le sujet. Vous en aviez une le 30 mars 2022, une qui est parue le 29 septembre 2022, qui est revenue, celle du 30 mars. Et on parle même aussi des anciennes de 1974, etc., pour bien cadrer les choses. Et puis, on prendra, comme je l'ai dit, un petit peu le temps de distinguer la notion de théorie de l'imprévision avec les autres notions que l'on peut connaître. Il y a la force majeure, qui est quand même beaucoup abordée dans la formation, puisqu'on peut constater que l'imprévision peut se transformer en force majeure, ce qui n'a pas du tout les mêmes conséquences. Et puis, on parle aussi des suggestions imprévues. Vous avez des aléas plutôt d'ordre technique. Alors, ceux qui font beaucoup de marchés de travaux, vous avez sans doute l'habitude d'utiliser cette notion lorsqu'il y a des intempéries, des difficultés, etc. Là, vous pouvez utiliser les suggestions imprévues qui vous donnent d'ailleurs une indemnité plus importante que ce que vous pouvez avoir sur le fondement de la théorie de l'imprévision, puisque comme on le verra, l'indemnité d'imprévision ne couvre jamais la totalité des surcoûts que vous avez dû supporter en tant qu'entreprise. Il y a toujours une part qui est laissée à votre charge. Et là-dessus aussi, vous pouvez avoir une marge de négociation avec, avec l'administration, même si c'est bien elle qui, in fine, décidera de ce qu'est l'aléa normal qui reste à votre charge. Alors, quand même avant de passer à la slide suivante, on parle d'autres choses, j'insiste dans cette formation à ce niveau-là, parce qu'on va essayer de faire un tour de tous les contrats auxquels s'applique la théorie de l'imprévision. Donc, bien sûr, les marchés publics, sans distinction, les marchés de travaux, les marchés de fourniture, les marchés de prestations de services,
Même si on s'aperçoit que dans les prestations de services, c'est peut-être difficile d'obtenir quelque chose au titre de l'imprévision. C'est à l'heure actuelle, en tout cas, très souvent développé dans le cadre des marchés de fourniture. On en voit aussi dans le cadre des marchés de travaux. Et puis, ça s'applique aussi, comme je le disais, aux concessions. Et on va aussi écarter un certain nombre de contrats où il existe d'autres dispositifs bien plus efficaces que la théorie de l'imprévision, notamment dans les contrats d'assurance, dans les contrats de transport, où vous avez des dispositions légales qui permettent à l'entreprise d'obtenir des révisions de leurs prix bien plus efficacement qu'à travers une demande souvent lourde, j'insiste là-dessus, souvent lourde à mettre en place pour les entreprises au titre de la théorie de l'imprévision. Une fois qu'on aura brossé tout ce pan-là, on va cette fois rentrer beaucoup plus dans la pratique et on va prendre chacune des conditions de l'imprévision qui s'exposent là à votre écran pour, les développer, les décortiquer et que vous sachiez comment convaincre l'administration de rentrer bien dans chacun des clous. Ces circonstances, je vais les rappeler et les développer rapidement dans le cadre de ce webinaire, mais il faut qu'elles aient pour conséquence des charges supplémentaires extra-contractuelles entraînant le bouleversement de l'économie du contrat, qu'elles soient imprévisibles, qu'elles soient extérieures et qu'elles n'empêchent pas durablement l'exécution du marché. Alors, qu'est-ce que c'est premièrement que cette condition du bouleversement de l'économie du contrat? On va rapidement s'apercevoir que ce n'est pas défini par les textes. On a un certain nombre d'indices qui résultent de la jurisprudence. Vous aurez d'ailleurs toutes les décisions qui ont pu être rendues sur le sujet pour savoir à quel moment on peut considérer qu'il y a un bouleversement de l'économie du contrat. Vous verrez qu'il n'y a pas de règles posées strictement par cette jurisprudence. Il y a beaucoup d'indices qui vous permettent de savoir à partir de quel moment le contrat, l'équilibre économique du contrat est bouleversé et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Par exemple, vous avez en tant qu'entreprise un simple manque à gagner, une disparition de vos bénéfices, ça ne va pas suffire. Il faut que vous supportiez des surcoûts plus importants que ça pour espérer obtenir une indemnité au titre de l'imprévision. On s'attachera aussi à regarder les textes les plus récents, qui sont des circulaires, donc qui n'ont en principe pas de portée normative, et qui fixent un seuil qui est le seuil de 1/15e, qui est d'ailleurs un seuil beaucoup plus favorable aux entreprises que ce que l'on trouve dans les jurisprudences anciennes, où là on a des seuils qui sont souvent plus élevés que ça, même si ce seuil du bouleversement, il va dépendre beaucoup, on le voit dans le cadre de la formation, de la nature du contrat que vous avez. Le juge, s'il devait y avoir un contentieux, il exerce un contrôle très précis, et il ne va pas évidemment avoir la même appréciation sur un contrat qui fait intervenir des matières premières qui ont l'habitude d'évoluer énormément dans des amplitudes fortes par rapport à des contrats qui font intervenir des matières premières qui, elles, sont plutôt soumises à des aléas très faibles, ou ont été soumises à des aléas très faibles les dernières années. Donc c'est bien ça qu'on va aborder et ça prend souvent un petit peu de temps parce que c'est important de remplir cette condition-là. On voit aussi la condition de visibilité parce qu'il faut que cet événement soit imprévisible partie. Souvent, la question c'est à partir de quel moment vous, entreprise, vous deviez savoir que les prix allaient augmenter et le prendre en compte au moment de la formation de votre prix. Les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction des circonstances, puisque dans la plupart du temps, dans un marché public, et c'est ce que dit la jurisprudence, ça va être le moment où vous avez remis votre offre, mais vous avez une décision dans d'autres circonstances qui retiennent plutôt la date de signature du marché. Vous avez des décisions qui peuvent paraître plus sévères pour les entreprises, mais qui retiennent la date de reconduite du marché, ce qui peut difficilement d'ailleurs s'articuler avec les dispositions du Code de la commande publique qui vous empêchent souvent, sauf si l'acheteur en a décidé autrement dès le début, eh bien de ne pas renouveler le marché, ou même d'en changer les conditions financières au moment de ce renouvellement. Donc ça, c'est important de s'arrêter là-dessus. Et on entend souvent dire que la condition de l'imprévision n'est plus remplie parce que maintenant tout le monde sait que les matières premières ont un coût qui augmente. Pour autant, même si ça c'est bien vrai, euh, parfois ça augmente dans des proportions plus importantes que ce que les entreprises que vous êtes aviez pu imaginer. Et ça, on reste dans quelque chose qui était imprévisible. Et s'il y a une cassure dans la courbe, notamment dans la courbe INSEE, à laquelle vous feriez référence, que vous ne pouviez pas envisager et qui cause un bouleversement de l'économie du contrat, eh bien là aussi, on sera dans une condition qui est satisfaite au titre de l'imprévisibilité.
Très souvent, il faut aussi regarder la troisième condition, c'est-à-dire est-ce que c'était bien extérieur aux parties. Et là, ce que fait l'acheteur souvent, en tout cas ce qu'il devrait faire, c'est détecter les éventuelles erreurs, imprudences, négligences que vous, en tant que titulaire, vous auriez pu commettre au moment de votre offre ou au moment de l'exécution du contrat, qui pourraient être à l'origine des difficultés que vous rencontrez et qui amènent à cet aléa économique que vous subissez. Ça peut tout à fait écarter l'application de la théorie de l'imprévision. Ça peut aussi la limiter. La jurisprudence fait une distinction entre limiter l'indemnisation et totalement l'écarter en fonction des imprudences, des négligences ou des erreurs que vous auriez pu éventuellement commettre. Alors c'est là où on regarde, où moi je vous alerte sur les retards, notamment dans les approvisionnements, qui peuvent amener à acheter beaucoup plus cher certains matériaux parce que vous n'avez pas acheté au moment où vous auriez dû dans le cadre de l'exécution du contrat. Ça, il faut y faire très attention. Ça permet de justifier en tant qu'acheteur beaucoup de rejets au titre de l'imprévision. Tout ce qui résulte des choix de l'entreprise, c'est-à-dire que vous préférez faire appel par exemple à un fournisseur plutôt qu'un autre, vous décidez d'aller à une décharge plus éloignée que la décharge qui était initialement prévue éventuellement dans votre offre. Et il y a aussi des décisions sévères sur lesquelles je vous alerte dans le cadre de cette formation, c'est que vous avez des décisions de jurisprudence qui viennent vous dire que vous avez été négligent lorsque vous acceptez, par exemple, une clause de révision de prix dont vous saviez qu'elle ne couvrirait pas la hausse des coûts d'un matériau qui pouvait être utilisé en grande quantité, par exemple, pour la réalisation des travaux. Là, c'est une négligence qui a déjà été retenue contre eh bien, des entreprises qui réclamaient une indemnité au titre de l'imprévision. Donc, on va voir un petit peu tout le cas, sans qu'il soit parfaitement exhaustif, parce que ça dépend à chaque fois des situations, mais on verra en tout cas tout ce qu'il y a des et ce à quoi vous devez veiller en tant qu'acheteur, en tant qu'entreprise. Et on s'arrêtera sur la dernière condition qui est plus rarement évoquée, en tout cas qui n'est pas toujours considérée comme une condition de la théorie de l'imprévision, mais sachez que si ces circonstances durent, on va non plus être dans l'imprévision, qui peut être réglée simplement par une indemnité, mais on va peut-être devoir se poser la question si on n'est pas dans un cas de force majeure qui va vous empêcher d'exécuter vos prestations, ce qui est tout à fait différent de l'imprévision. Et dans ce cas-là, on explique comment mettre en œuvre cette force majeure et quand est-ce que les conditions sont remplies. Sachant que la force majeure, c'est une faculté qui peut être aussi activée par l'acheteur public. Une fois qu'on a vu les conditions, il faut que vous ayez bien en tête les effets pour ensuite pouvoir mieux négocier une modification des clauses financières, ce que l'on verra ensuite. Les effets de vision, c'est premièrement la poursuite du contrat. C'est très important la poursuite du contrat parce qu'on a vu notamment au début de la crise beaucoup d'entreprises qui disaient aux acheteurs publics eh bien, écoutez, moi, si vous ne changez pas mes prix ou si vous ne m'accordez pas une indemnité d'imprévision, parfois un peu sous le menace, dire eh bien, on ne poursuivra plus le contrat. Ça, c'est une véritable faute et c'est jugé. Hein. Vous ne pouvez pas, en tant qu'entreprise, brandir cette menace, sauf à des sanctions de la part de l'acheteur public. Alors, les sanctions, elles peuvent être diverses. Hein. Ça peut être, si c'est simplement un retard, des pénalités, mais on voit aussi des cas où vous avez des décisions de résiliation pour faute et même des décisions de risque. Ça, c'est quelque chose que l'on aborde, que vous sachiez l'appréhender, que vous sachiez si ça vous arrive aussi vos droits dans le cadre de cette résiliation aux frais et risques, et qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre par l'acheteur et qui est pleine de choses trappes. Donc ça, on l'aborde, mais ayez bien en tête qu'il n'est pas possible de vous prévaloir des difficultés économiques que vous pourriez rencontrer, des difficultés financières que vous rencontrez pour intégrer vos prestations. Ça, vous êtes sensibilisé sur cette question et vous êtes alerté sur les risques qui sont liés à ça. La deuxième condition, qui est très intéressante, c'est un droit, c'est le versement par l'acheteur public d'une indemnité. Pas mal de temps sur cette indemnité, comment la démontrer, mais tout de suite, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne couvre jamais l'intégralité du préjudice subi par le contractant de l'administration. Elle laisse toujours à sa charge une part, mais qui doit en principe rester très faible, ce que ne font pas toujours les acheteurs publics d'ailleurs. Ce que vous devez supporter, et la seule chose que vous devez supporter financièrement, ce sont les aléas économiques normaux dans un certain, dans
qui ne doivent pas dépasser un certain seuil. Et même si c'est l'administration qui, à la fin, doit déterminer quelle est cette part, comment répartir cette charge extra-contractuelle finalement, eh bien, vous avez des arguments à faire valoir et la jurisprudence vous donne un petit peu une liste de critères qui vous permettent éventuellement d'avoir une indemnité plus importante et on vous apprend à manier ces critères-là. Quand on a bien cerné tout le cadre juridique de la théorie de l'imprévision, on passe beaucoup de temps à savoir comment la mettre en pratique. Alors, il faut savoir la mettre en pratique en fonction de chacun des contrats auxquels vous pouvez faire face. Il y a des contrats qui comportent des clauses de révision de prix. Il y en a qui n'en comportent pas. La réponse n'est pas nécessairement la même en fonction de ces circonstances. Même si il est très clair, et c'est rappelé dans l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, que ce n'est pas parce qu'il existe une clause de révision de prix, pour ce seul motif, que vous ne pouvez pas obtenir une indemnité au titre de l'imprévision. Toute la question va être de savoir si cette clause de révision de prix a joué dans des conditions normales ou non. Donc on prend un certain nombre d'exemples et vous comprenez, à mon avis, très facilement ensuite comment cette clause de révision de prix peut avoir joué dans des conditions normales ou non pour savoir si vous pouvez bénéficier encore d'une indemnité au titre de l'indemnité d'imprévision. On se pose aussi la question de savoir quand vous pouvez formuler cette indemnité, sachant que le Conseil d'État n'écarte pas l'hypothèse, mais attention, il ne dit pas dans quelles conditions, nous on vous éclaire là-dessus, dans quelles hypothèses vous pouvez même le demander après la fin du contrat, puisque c'est souvent à ce moment-là, vous pouvez déterminer toute l'étendue des surcoûts pour vous, donc c'est pour ça qu'il faut le faire même à la fin du contrat, mais on s'aperçoit aussi qu'il est possible de le demander en cours d'exécution du contrat, car une provision peut vous être accordée, et on verra comment cette provision peut vous être accordée à travers notamment un protocole d'accord transactionnel, ce que je vais dire avec la prochaine slide, avec des clauses de rendez-vous qui permettent de sécuriser l'administration et donc de mieux les convaincre de vous verser éventuellement cette provision sur l'indemnité d'imprévision. Alors, on va aussi passer du temps sur comment formuler la demande au titre de l'imprévision. Les documents qui doivent être produits, donc pas simplement quand formuler sa demande, quelle procédure engager en cas de refus de l'acheteur, tout ça on s'y arrête beaucoup. Et on s'arrête en particulier sur les documents qui doivent être produits. Parce qu'autant les acheteurs publics au début eux-mêmes ne savaient pas trop peut-être ce qui devait être produit, en tout cas, nous on a eu beaucoup de demandes, pas simplement dans le cadre de la formation, mais dans le cadre de mon activité professionnelle au sein du cabinet, beaucoup de demandes sur les documents qui pouvaient être demandés aux entreprises. Maintenant, les choses nous paraissent beaucoup plus claires, que ce soit grâce à la fiche technique de la DAGE de Bercy du 21 septembre 2022 que j'ai abordé tout à l'heure, ou grâce à l'expérience qu'on a pu acquérir sur le sujet parce qu'il y avait en fait assez peu d'indices par le passé sur ce sujet. On s'aperçoit que souvent, les acheteurs publics demandent beaucoup d'entreprises, des choses qui sont parfois pas nécessaires pour apprécier la théorie de l'imprévision, et donc on vous apprend à donner les bons documents, savoir ceux qui vous permettent d'obtenir l'indemnité d'imprévision, et lorsque vous avez des acheteurs, parce que la principale préoccupation de l'acheteur, outre la bonne gestion des deniers publics, c'est s'il subit un contrôle, que sa responsabilité ne puisse pas être mise en œuvre ou que son action ne puisse pas être critiquée. Donc, on vous donne des informations, que ce soit par exemple le fait de passer par un tiers de confiance, votre expert comptable, éventuellement votre commissaire aux comptes, pour bien présenter cette demande et qu'elle soit mieux perçue par l'acheteur public et qu'il se sente sécurisé face à votre demande. Tout ça, on y passe un temps certain au cours de la formation pour vous permettre de bien cette demande parce qu'encore une fois, maintenant les acheteurs sont quand même bien renseignés sur ce qu'ils peuvent accorder ou ne pas accorder et très souvent, ils n'accordent pas parce que la demande est tout simplement mal faite et que vous n'avez pas les moyens en interne de les formuler correctement. Donc, on accélère ce travail avec vous au cours de la formation. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est que vous avez énormément d'exemples qui sont donnés à la formation et surtout des cas pratiques. Je me dis d'ailleurs que les stagiaires pendant la formation apportent leurs propres cas pratiques et il n'y a aucune difficulté à ce que vous les présentiez si tout le monde est d'accord et qu'on essaye ensemble comment répondre à vos problématiques. Donc l'idée, c'est de vous apprendre à surmonter toutes les difficultés pour obtenir une indemnité d'imprévision.
de savoir comment rédiger un protocole d'accord transactionnel avec l'administration, même si elle va être soumise à un certain nombre de règles peut-être un petit peu différentes de ce que l'on connaît dans le cadre du privé. Sachez que la théorie de l'imprévision, elle existe aussi dans les contrats de droit privé, mais elle est très récente, hein, c'est seulement depuis 2016. C'est ce qu'on appelle la révision pour imprévision. On l'aborde d'ailleurs au cours de la formation. Mais avec les administrations, vous devez conclure, même si ce n'est pas dit par l'avis du Conseil d'État, un protocole d'accord transactionnel. En tout cas, c'est la recommandation forte que l'on peut vous faire. On vous dit ce qui doit apparaître dedans pour que vos droits soient bien préservés, garantir le versement de cette indemnité, comment obtenir le versement provision sur cette indemnité, puisque c'est possible d'obtenir une provision, comme je l'ai dit, et comment rassurer l'acheteur public au moment de la rédaction de ce protocole pour qu'il accepte peut-être plus facilement, se sécurise lui aussi en vous présentant des exemples de clauses de rendez-vous qui sont efficaces, en tout cas qui ont fait leurs preuves et qui vous permettent de signer plus tôt ce protocole et donc d'avoir plus rapidement une indemnité au titre de l'imprévision. Et puis on parlera bien précisément aussi, comme je l'ai dit, de la force majeure, parce que soit vous avez un rétablissement de l'équilibre économique à un moment ou à un autre au cours de l'exécution du contrat, soit au contraire, cet équilibre économique ne revient pas, et dans ce cas-là, le bouleversement perdure, et vous pouvez vous poser la question de savoir si une résiliation pour motif d'intérêt général est possible. Alors on vous éclaire quand même sur ce sujet, parce que vous ne pouvez pas, souvent, ça ce n'est pas connu de la part de l'entreprise, résilier de votre propre chef. Si l'administration n'est pas d'accord, il faudra solliciter un juge pour obtenir la résiliation, mais les décisions qui sont rendues, pour le coup, peuvent être sévères pour l'administration. Si vous remplissez les conditions, à la fois, il prononce la résiliation, et en plus de ça, le juge vous accorde l'indemnité si vous avez subi une période éligible à la théorie de l'imprévision, notamment le temps de la procédure. On répond à plein de petites questions sur la théorie de l'imprévision. Est-ce que vous pouvez saisir le juge si la personne publique refuse? La réponse est oui, on vous apprend à le faire, même si vous aurez besoin d'un avocat pour ça. L'indemnité doit-elle être mentionnée, par exemple, dans le décompte général et définitif si vous êtes dans le cadre d'un marché de travaux ou d'un autre marché qui pourrait y être soumis? La réponse est non, hein, ça n'apparaît pas normalement dans le DGD. Est-ce que cette indemnité est soumise à la TVA? La réponse est oui. Donc on aborde toute une série de questions sur le sujet. Et puis, on passe à la deuxième partie qui, euh, qui est celle vers laquelle vous devez, à mon avis, tendre, parce que c'est quelque chose de bien plus efficace que la théorie de l'imprévision lorsque vous êtes une entreprise. Même pour l'acheteur public, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre. Mais la prévision, encore une fois, c'est votre massue, c'est votre seul véritable levier juridique contraignant, donc vous devez le maîtriser, bien négocier avec l'administration. Et si elle refuse, éventuellement, saisir le juge si vous le souhaitez et si vous êtes éligible à la théorie de l'imprévision. Alors, ces autres leviers juridiques, il y en a plein. On va s'attarder sur certains qui sont, à mon avis, les plus attendus pour vous et les plus efficaces. Parmi ces leviers, déjà, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est y a-t-il dans le contrat des choses qui peuvent d'ores et déjà vous permettre de surmonter les difficultés que vous rencontrez sans qu'il soit nécessaire de faire une quelconque procédure. C'est notamment les clauses de réexamen. Les clauses de réexamen, vous en avez de plus en plus d'ailleurs dans les marchés publics, les acheteurs publics se les approprient plus facilement, donc on voit des exemples de clauses, on apprend surtout à les manier. On peut aussi regarder si dans votre contrat, puisque ça fait partie des préconisations du gouvernement auprès des acheteurs, il n'y a pas des stipulations qui vous de ne pas subir des pénalités parce que vous faites face à des circonstances imprévisibles, ou bien d'avoir un report des délais d'exécution, encore une fois, parce que vous faites face à des circonstances imprévisibles. Donc la première chose, c'est de regarder ce que dit votre contrat. D'ailleurs, parce que toutes les entreprises ne savent pas bien les manier, ce qu'il faut regarder dans un contrat type marché public, faire la distinction entre le CCAP, le CCAP, le CCTP, pardon, le règlement de la consultation, tous ces documents-là, pour vous permettre d'aller chercher l'info précisément et de montrer à l'acheteur public que vous connaissez votre sujet. Le deuxième levier, c'est eh bien d'aller chercher une renégociation des clauses financières. Alors c'est bien sûr là-dessus qu'on s'attarde le plus longuement au cours de la formation. Il se trouve qu'avant le 15 septembre 2022, il y avait une position qui était qu'on ne pouvait pas modifier les clauses financières d'un marché public. C'est ce qu'on appelle le principe de l'intangibilité du prix, qui, depuis l'avis du Conseil d'État que l'on décortique du 15 septembre 2022, a subi une exception importante
qui vous permet d'aller négocier avec l'administration les clauses financières. Donc on peut se poser la question de savoir ce que sont ces clauses financières. Ça a l'air d'être apprécié assez largement, en tout cas lorsque se réfère à ce que dit la direction des affaires juridiques de Bercy, hein, qui est un petit peu la boussole des acheteurs publics sur ces sujets-là. On est le prix en lui-même. Quand je dis le prix, ça peut être un prix forfaitaire ou un prix unitaire, ça peut être un bordereau de prix unitaire, ça peut être certaines lignes du prix unitaire seulement. Aussi les clauses de variation de prix. Là, je cible évidemment les clauses de révision de prix dont on peut demander la vérification, que ce soit pour mettre un nouvel indice, que ce soit pour mettre une fréquence un petit peu différente, pour faire sauter une clause de sauvegarde, pour faire sauter une clause butoir, parce que souvent les acheteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent qu'au-delà d'une augmentation de X%, 2%, 3%, 4%, 5%, 8%, eh ben, la clause de révision de prix ne fonctionne plus, ou pire, ou mieux, ça dépend des circonstances, il se réserve le droit de résilier le contrat si le prix devient trop important du fait de la clause de variation de prix. On apprend que modifier les clauses financières, ça peut ajouter une clause de révision de prix qui n'aurait pas été insérée à l'origine, alors qu'elle aurait dû l'être, si on avait notamment les circonstances subies par l'entreprise au cours de l'exécution du contrat. Maintenant qu'on sait ce que l'on peut modifier sur ces clauses financières, il faut connaître les fondements juridiques permettant de demander une modification de ces clauses financières. Plusieurs qui sont listés à un article du Code de la commande publique qui sont l'article L2114-1 et qui renvoie à des dispositions réglementaires qui sont les R2114-1 et suivants du Code de la commande publique. Mais lorsque vous êtes une entreprise qui subit des aléas importants sur le plan économique, il y en a deux qui sont efficaces. Ce sont les circonstances imprévisibles, ça fait quand même beaucoup penser à la théorie de l'imprévision dont je vous ai parlé précédemment, et les modifications de fait. Ces fondements juridiques, ils ne vous permettent pas d'obtenir, comme vous permet de le faire la théorie de l'imprévision. En revanche, ils vous permettent d'obtenir une modification du contrat pour l'avenir. Pour le passé, on pourra aussi en discuter. Il y a des cas qui peuvent permettre aussi de le faire dans ces circonstances. Mais c'est bien une modification du contrat et pas une indemnité. C'est la grande différence. Alors, les fondements, faut-il encore savoir les mettre en œuvre et les mettre en pratique? C'est là où il y a très peu d'informations. Il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de gens qui parlent autour de ça, et c'est normal parce qu'il faut essayer de créer autour de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre. Et nous, ce qu'on cherche à vous faire apprendre, c'est quelles sont les limites qui sont prévues pour chacun de ces deux fondements, les limites juridiques pour l'acheteur public, que vous n'alliez pas au-delà et que vous sachiez ce qu'il faut produire pour avoir un espoir de l'obtenir, et puis savoir aussi comment traduire ça sur le plan juridique à travers, par exemple, un avenant. Alors, sur le cas des circonstances imprévisibles, qui est le premier fondement, on vous expose la preuve à suivre, les informations nécessaires pour demander la modification des prix du marché. On vous parle aussi de la limite de 50% qui s'applique pour les pouvoirs adjudicateurs. Alors, on fait aussi une distinction entre les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices, parce que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de la personne publique, du type d'acheteur public auquel vous faites. On parlera donc de cette limite de 50% qui s'applique, du montant initial du marché qui s'applique. On expliquera aussi comment calculer ces 50% par rapport au type de marché que vous avez, parce que la réponse n'est pas la même en fonction des marchés forfaitaires, où là la réponse est simple, 50% d'un prix forfaitaire, c'est pas très difficile de le calculer. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué de le calculer, notamment pour tous les marchés de fourniture, lorsque vous avez des bordereaux de prix avec énormément de lignes, savoir et ça va dépendre vraiment de vos marchés. Mais on essaie de voir le maximum de choses au cours de la formation. 50%, comment on les calcule sur un bordereau de prix unitaire. Et puis dans des cas exceptionnels, vous avez des accords cadres qui sont mono-attributaires et qui prévoient un maximum. Comment on le calcule par rapport à ce maximum? Est-ce qu'on calcule par rapport au minimum? Quand il n'y a pas de maximum, même si c'est complètement interdit, vous avez encore des contrats qui peuvent ne pas comprendre de maximum. Quelle est la méthode à retenir pour calculer ces 50% qui sont donc la limite de ce que vous pouvez demander? C'est une limite pour chaque circonstance imprévisible. Ça aussi, on apprendra à le manier, c'est-à-dire que c'est 50% par circonstance imprévisible. En tout cas, c'est ce que dit la Bercy dans sa fiche technique du 21 septembre. Et on verra comment on peut distinguer chacune de ces circonstances
Surtout, on verra quels documents vous devez produire, et surtout ce qui n'est pas probant. Dans ce qui n'est pas probant, je vous l'ai mis sur la slide ici, parce que souvent, ça ne sert à rien de produire des articles de presse, des présentations génériques des évolutions du coût du secteur d'activité. Si vous ne prenez pas la situation particulière, l'acheteur public il va écarter ça d'un revers de main et vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez. Ce ne sera pas une demande qui est crédible. Des communications de fédérations professionnelles, on en a vu énormément passer. Ça ne vous permet pas d'obtenir une modification du contrat. En tout cas, l'acheteur public va vous refuser cette modification, parce que ça ne permettra pas de démontrer qu'il existe une circonstance imprévisible. Donc lui, ça ne couvrira pas sa responsabilité. Il n'a pas la sécurité juridique lui permettant d'accepter la modification que vous proposez. Sur chacun des documents qui doivent être produits. Et puis, on viendra sur les autres limites, principes que doit respecter l'acheteur pour que vous sachiez dans quel cadre vous pouvez intervenir. Donc, j'ai parlé des 5%. Il y a aussi les principes qui sont posés par l'avis du Conseil d'État du 15 septembre, qui oblige l'acheteur public à respecter l'égalité devant les charges publiques, le bon usage des deniers publics, euh, qui l'oblige aussi à ne pas accorder de libéralité aux entreprises. Et tout ça, c'est quelque chose, même si le Conseil d'État ne vient pas expliquer ce que ça recouvre dans le cas des modifications des clauses financières, sur lequel on a un certain recul, parce que ça fait écho en fait à des dispositions du Code de la commande publique, c'est l'article L3 du Code de la commande publique, et on a quand même un recul sur comment apprécier chacun de ces principes pour faire accepter à l'acheteur public eh bien, la modification que vous souhaiteriez. On se posera aussi la question de savoir si on peut cumuler ces modifications. On prendra chacune des préconisations de l'adage de Bercy, que ce soit dans la présentation de votre demande ou encore une fois dans les limites de l'acheteur public, pour que vous sachiez précisément ce que vous pouvez demander. Une fois qu'on aura bien abordé ce premier motif, on abordera un autre motif qui vous permet d'obtenir une modification, qui est d'ailleurs plus souvent mis en œuvre par les acheteurs publics pour différentes raisons. Déjà parce qu'il semble laisser une marge de manœuvre plus importante aux acheteurs publics et parce qu'il il vous permet quand même d'obtenir une modification jusqu'à 10% du montant du contrat initial pour les contrats de service ou de fourniture ou les contrats de concession et 15% pour les marchés de travaux. Et quand on a déjà obtenu une augmentation de ces prix de 10%, on s'aperçoit que le titulaire est souvent satisfait et que ça peut suffire. Donc on s'arrête beaucoup sur ce fondement de la modification, donc les modifications de fait qui sont elles aussi prévues par le code de la commande publique. Donc on va prendre les dispositions de la commande publique et on va les commenter et on va voir comment en pratique vous pouvez aller les présenter à l'acheteur public. Il y a un deuxième seuil, outre ces seuils de 10-15% qui s'affichent à votre écran, ce sont les seuils européens qui doivent être respectés, qui vont dépendre du type de marché dont vous êtes titulaire, et on oscille entre 140 et 215 000 euros pour résumer les choses. Et on va aussi se poser la question de savoir si l'acheteur peut prendre en compte le montant cumulé de ces modifications de 10%, comme ça peut être le cas pour les modifications pour circonstances imprévisibles qui sont limitées à 50% du montant initial du marché. Là, la réponse est non. On va voir que vous êtes beaucoup plus contraint parce que l'acheteur est lui-même beaucoup plus contraint, que vous ne pouvez pas cumuler ces modifications par exemple, si vous êtes dans un marché de prestation de services, vous ne pouvez pas faire plusieurs fois 10%, vous pouvez faire plusieurs fois 3% dans la limite de 10%, mais jamais dépasser ces 10%. On verra aussi que l'acheteur public doit prendre en compte les effets de la clause de révision de prix pour appliquer ces modifications-là. Et puis là encore, on verra ce que dit le Conseil d'État sur ces modifications, qui laisse une marge de manœuvre importante, puisqu'il vous dit que ça peut permettre que rien n'empêche d'utiliser ces modifications-là pour compenser toute pour être subie. C'est très différent de ce que l'on a dit avant, toute perte subie par le titulaire du marché, mais que là encore, il y a les principes d'égalité devant les charges publiques, d'interdiction des libéralités et de bonne gestion des deniers publics qui doivent intervenir. Et si vous les maniez bien, vous devriez avoir une modification de montant, j'allais dire, dans, dans beaucoup de cas pour surmonter en tout cas une partie des difficultés que vous rencontrez. Et que l'acheteur n'a jamais l'obligation de conclure avec vous des prix plus élevés ou de conclure un avenant. C'est jamais une obligation pour lui, donc vraiment la négociation est très importante. Moi, je vous donne les clés pour cette négociation, notamment grâce à la théorie de l'imprévision.
qu'il y a d'autres moyens que la modification des clauses de révision de prix. Ça, c'est des choses qu'on utilisait avant déjà l'avis du Conseil d'État. C'est lorsque il y a des conséquences sur les conditions techniques d'exécution du contrat qui rendent nécessaire une modification. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, et ça peut satisfaire tout le monde, de substituer un matériau par un autre, de modifier les quantités, le périmètre de la prestation à fournir ou d'aménager les conditions et délais des prestations. Ce sont des exemples, mais on en prend d'autres et on verra comment ça doit être appliqué, ces modifications. Et puis, on abordera la dernière partie euh, en essayant de vous donner quelques conseils sur marché, parce qu'il y a des conseils qui peuvent être donnés. On a souvent l'impression que les marchés publics, eh ben, vous y répondez et que vous n'avez pas de marge de manœuvre sur la rédaction. C'est globalement très vrai. Pour autant, vous avez des outils qui vous permettent de faire évoluer lorsque les documents de la consultation ne respectent pas le droit de la commande publique, de faire évoluer ces documents de la consultation. Par exemple, dans un certain cas, la clause de révision de prix, elle est obligatoire, elle est soumise à un certain nombre de conditions, et si cette clause de révision de prix, elle n'apparaît pas, eh ben, vous pouvez, avant de répondre, demander à ce que cette clause de révision de prix soit présente. Si jamais l'acheteur public refuse qu'elle soit présente et que le marché ne vous est pas attribué, vous connaîtrez aussi les différentes procédures qui sont les vôtres pour faire annuler la procédure de passation. Je pense évidemment à ce qu'on appelle le référé précontractuel. Il y a une décision récente d'ailleurs sur le sujet qui a été rendue. Il y avait déjà une décision du Conseil d'État en 2009 qui concernait un département sur le sujet. Aujourd'hui, ça redevient d'actualité. Les décisions du juge sont dans ce type de cas, par exemple dans le cadre d'un référé précontractuel rendu très rapidement, parce que le juge doit statuer normalement dans un délai de 20 jours et peut contraindre l'administration à recommencer la procédure. Cette fois, si on prend cet exemple, si on répond aux conditions, est-ce qu'il y a une clause de révision de prix qui soit adaptée. On fait aussi le lien avec les dispositions du Code monétaire et financier sur les clauses de révision de prix qui vont venir s'appliquer à nos marchés publics. Et puis, on va aussi apprendre, parce que c'est sans doute pas sans ignorer qu'il y a des nouveaux CCAG qui sont applicables depuis le 1er octobre 2021 pour tous les types de marchés, que ce soit la propriété intellectuelle, les travaux, les prises d'œuvre, les fournitures, le CCAG FCS, courantes et services, qui ont intégré de nouvelles dispositions pour prendre. Alors, au début, c'était pour prendre en compte les conséquences du Covid, mais on s'aperçoit que ça marche toujours aujourd'hui pour ce que l'on connaît et l'augmentation des matières premières. Et il y a des dispositions qui sont celles qui affichent à votre écran. Il y a notamment une clause de réexamen type qui est applicable aujourd'hui à tous les marchés s'ils ne s'approchent pas. Eh bien, on vous apprend à manier ces stipulations pour faire face aux situations, aux circonstances imprévues que vous pourriez rencontrer au cours de l'exécution de votre contrat. J'ai beaucoup parlé, je ne suis pas nécessairement toujours rentré dans le détail parce que c'est une formation qui est assez dense et pendant toute une journée, mais j'espère quand même avoir suffisamment d'informations pour que vous puissiez entrer dans le sujet et commencer à vous l'approprier. Je vais rendre la parole à InfoPro, à Achat Public, pardon, pour Merci les beaucoup, Maître éventuelles questions qui Riquier. auraient été posées. Merci, c'était effectivement un exercice dense, un exercice de Oui, synthèse que vous avez parfaitement réussi et effectivement un certain nombre de questions qui ont été posées ne seront pas résolues, on va dire, à l'issue de ce webinaire, mais auront une réponse lors de la formation que vous animez. Nous allons quand même en prendre un certain nombre d'entre elles. Une question qui nous a été posée en début de webinaire. Est-ce qu'une erreur humaine peut être jugée comme un aléa? Un aléa, la personne ayant rempli l'offre, c'est par exemple trompée sur le prix. non, 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 ça ne fait pas du tout partie des aléas qui vous permettent d'obtenir une modification du contrat par la suite. Pour autant, moi j'ai eu des exemples de dossiers où je parle de l'erreur humaine. On n'a pas demandé l'application d'une clause de révision de prix dans l'exemple. Et ben ça, il peut y avoir effectivement une négociation sur là où on a obtenu des résultats favorables pour l'entreprise. En revanche, si vous vous êtes trompé de prix au moment de répondre, non, sauf non, si vous êtes trompé de prix ou vous êtes trompé de Hmm, prix, on ne peut rien y faire. ouais. Et dans la même veine, est-ce qu'un retard d'ouverture de chantier de 2 ans, par exemple, peut être assimilé à une situation imprévue?
Alors ça, c'est très intéressant, la question qu'il va falloir. Alors ça, c'est des questions pour le coup très régulières, hein, les retards de chantier. Alors la question est de savoir si, enfin, au maître d'ouvrage, pour le coup, ou à l'entreprise. Il faut aussi savoir pas une clause d'actualisation dans le CCAP qui permettrait de surmonter cette difficulté sans se poser d'autres questions. Mais oui, ça peut être, ça peut être il faut voir la raison, encore une fois, Hmm. qui est à l'origine de ce retard. Mais en fonction de la raison, oui, ça peut ouvrir la voie à une renégociation et surtout à une indemnité d'imprévision si on est dans les clous. Ouais. Après, il y a d'autres mécanismes lorsque il y a d'autres mécanismes dans le CCAG travaux, puisque là on sera dans un marché de travaux, qui pourraient vous permettre d'obtenir satisfaction sans avoir à utiliser la théorie de l'imprévision ou une modification du contrat, à mon avis. Regardez votre CCAP, regardez à quoi il déroge au sein du CCAG, et dans le CCAG, vous devriez trouver vos réponses. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce que on peut demander en fait une revalorisation pardon, des prix dès le début du marché? Et si oui, sur quelle Alors, base de négociation? c'est extrêmement difficile de le faire, ça. Parce que lorsque vous demandez de nouveaux prix au début de l'exécution du marché, vous êtes à un moment très proche du moment où vous avez formé vos prix. Donc normalement, il n'y a pas pu avoir d'augmentation, sauf dans des cas exceptionnels, forte entre le moment où vous avez déposé votre offre et le début d'exécution du marché. C'est très Mhm. improbable qu'il y ait une circonstance imprévue qui soit intervenue. Donc j'ai plutôt tendance à répondre que non, euh, parce qu'il y a une échéance beaucoup trop brève. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, ça c'est l'expérience qui le montre, qui répondent à des prix relativement faibles et que la moindre variation peut embêter beaucoup et dès le début du marché commence à demander une renégociation du prix. C'est souvent rejeté parce qu'il faut parvenir à démontrer qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où vous avez répondu et le début du marché. C'est vraiment pas évident de le faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions qui nous parviennent. Je vais en prendre encore une ou deux, mais la vente à perte est-elle un cas de Ah, force majeure? ça c'est une vaste question qui m'est posée systématiquement. Effectivement, pas vraiment le cas de la vente à perte. C'est pas cette notion-là qu'on va vraiment apprécier dans le cadre de l'exécution d'un marché public. Ça va être plutôt celle de l'offre anormalement basse. Et ça, Oui. c'est un travail que doit faire le public au moment où il attribue le marché, pour savoir si l'offre est anormalement basse et qu'éventuellement, on pourrait le dire avec les mots d'une entreprise, une vente à perte, ce qui est parfaitement interdit donc par la loi, mais qui est apprécié donc différemment quand on travaille avec des acteurs publics. Donc non, la vente à perte n'est pas autorisée. Faut-il encore démontrer que vous vendez effectivement à perte et faut-il encore démontrer que ce n'est pas votre faute si les prix, si les coûts que vous avez vous font vendre à perte au cours de l'exécution du marché. Donc ça, c'est une analyse précise qu'il faut faire et c'est vrai pour de la formation. On prend, on prend des exemples et souvent on prend les contrats des personnes qui me posent les questions pour essayer de répondre à ça. Et puis, bah, pareil, dans la même veine, on parle de cours, d'état en lieu au moment où on répond à l'appel d'offres, etc. Mais est-ce que l'évolution du dollar entre dans les circonstances imprévisibles ou les clauses d'imprévisibilité? Ça peut le faire. Il y a des décisions, alors ça ne concernait pas le dollar, mais quand vous avez le taux de change qui a une influence sur vos coûts, et ça peut être le cas lorsque vous travaillez en dollars, euh, la question que le titulaire doit se poser, c'est est-ce que j'ai le choix entre travailler en dollars ou travailler en euros? Si j'ai pas le choix que de travailler en dollars parce que je ne peux me fournir que dans un pays qui utilise le dollar, par exemple, ou pour d'autres raisons qu'il conviendrait d'exposer, oui, ça peut rentrer et ça a été jugé, ça pour le coup. D'accord. Donc il y a de la jurisprudence à ce Il y a de la niveau-là. jurisprudence à ce niveau-là, oui. Bon, mais Maître Riquier, il me reste à vous remercier une fois encore pour cette intervention. Et j'invite tous nos participants à venir suivre la formation que Maître Riquier dispense à nos côtés pour avoir plus de précision et pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis si nombreux ce matin.
Je vous souhaite un très bon appétit, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire organisé par le département formation achat public. Merci, Maître Merci beaucoup à Riquier. tous. À bientôt. Bonne journée, au Au revoir. revoir.